Reportages, interviews, décryptages, c'est le 18-19 en Hauts-de-France. Michel Picard. Et chaque semaine, vous le savez, un expert reconnu dans son domaine vient répondre aux questions que l'on se pose en direct et en studio ce soir. Maître Franck Sprit, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio, avocat au barreau de Lille. Alors, on va revenir sur une petite phrase qui a fait beaucoup parler. On va essayer de comprendre ce qu'il en est. À peine nommé, à peine arrivé à Beauvau, le ministre de l'Intérieur, c'était fin septembre. Bruno Retailleau a créé la polémique. Il a affirmé, je cite, « L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré ». Alors, on reviendra peut-être sur le contexte précis des propos, mais tout de même, affirmer que l'état de droit n'est pas intangible ni sacré, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'état de droit ? Qu'est-ce que l'état de droit? Selon le site officiel Vie publique, j'ai regardé, l'état de droit, c'est respect de la hiérarchie des normes, égalité des citoyens devant la loi et séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre d'abord simplement de quoi s'agit-il quand on parle d'état de droit ? Eh bien, après, on peut avoir une vision, je dirais, restrictive ou extensive. L'état de droit, vous l'avez rappelé, c'est une hiérarchie des normes, en ce sens qu'il y a une constitution, il y a ensuite des lois, et puis après, des normes qui leur sont inférieures. Chacune doit respecter celle qui lui est supérieure. Il y a des principes intangibles qui sont, par exemple, ceux du droit à un procès équitable. Tout le monde est assez d'accord là-dessus. La liberté peut-être d'aller et venir. Voilà, l'état de droit doit garantir ce qu'on appelle des principes fondamentaux. Là, ce sont les bases, mais maintenant, si on revient aux propos du ministre, alors le contexte, c'est l'assassinat d'une étudiante philippine, 19 ans, par l'arrestation de l'agresseur, un étranger récidiviste, visé par une OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Et c'est là qu'il écrit, alors, l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré, c'est un ensemble de règles, une hiérarchie de normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs, mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Alors là, est-ce que ça veut dire que les piliers dont on vient de parler juste avant n'ont plus lieu d'être et qu'à la limite le peuple souverain, comme il le dit, prend le dessus ? Alors oui et non. Oui et non, et je dois dire que, évidemment, il y a eu une bronca médiatique par rapport à cette phrase qui a été donnée, mais qui est intéressante justement parce qu'elle a renouvelé un débat qui est un petit peu... un peu tu, j'allais dire, dans notre pays. Si on demandait à chacun c'est quoi pour vous l'état de droit, on aurait des réponses sans doute très différentes. Et c'est en cela que je dirais cette prise, non pas de position, mais cette phrase de Bruno Retailleau, après qui a fait l'objet d'un communiqué de presse, voilà, pour atténuer en fait ce qui aurait pu être mal compris, n'empêche que dire que la démocratie c'est le peuple souverain, c'est pas faux, personne ne pourra être contre. Surtout dans notre pays, ou en tout cas dans l'Europe, et plus largement dans le monde occidental. Les États-Unis sont un très bon exemple aujourd'hui de ce qu'est la démocratie et le peuple souverain, quand bien même beaucoup auraient voulu un autre résultat que celui-là. Donc oui, à partir du moment où le peuple souverain a choisi ses représentants, il les a choisis pour un programme, en règle générale. Et donc ce programme va se décliner en loi. Dire l'état de droit, c'est un ensemble de règles, c'est sans doute un peu pauvre, parce qu'au final, un État qui serait dictatorial émet aussi un certain nombre de lois, et pourtant, nous allons considérer que ça n'est pas un État de droit. Donc, si vous voulez, il faut veiller, à mon avis, à ces thèses, parce que autant la question de la séparation des pouvoirs va révéler un état de droit démocratique, autant si l'on dit qu'un état de droit, c'est un ensemble de normes, ça ne garantit rien du tout. Et oui, ça reste un état de droit dans le sens où droit avec un petit d et D-R-O-I-T-S, mais ça n'est pas l'état de droit, à tout le moins tel qu'on l'entend dans nos pays démocratiques. Vous avez évoqué le communiqué de presse, la mise au point, en fait, l'éclaircissement fait par le ministre de l'Intérieur. Il y affirme que le droit ne protège pas suffisamment les Français aujourd'hui. Et il parle du premier des droits, le droit d'être protégé.
Est-ce que si la loi avait été différente, par exemple, concernant cette affaire, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose? Est-ce que le problème, c'est pas simplement l'application des lois? Oui, alors vous savez, il y a eu récemment d'ailleurs un haut fonctionnaire, les juristes le connaissent bien, c'est Jean-Denis Combrexel, qui est aujourd'hui au Conseil d'État, quelqu'un d'extrêmement brillant, et qui dit attention à l'inflation, à l'excès de normes en France, on est très coutumier de cela, et ça fragilise l'état de droit. Et j'ai trouvé que cette réflexion était extrêmement pertinente parce que il y a un besoin de loi, mais plus encore, il y a un besoin d'application des lois. Et donc, le peuple souverain semble dire plus, enfin quand je dis le peuple souverain, le peuple, voilà, semble dire, nous avons des lois, mais nous avons l'impression, à tort ou à raison, je n'en sais rien à l'instant, qu'elles ne sont pas appliquées. Et donc, si elles étaient appliquées, alors peut-être le citoyen s'y reconnaîtrait davantage dans ce fameux état de droit. L'état de droit n'est donc pas à géométrie variable, c'est aussi ce que l'on peut entendre. Il nous protège aussi de l'arbitraire. Vous avez évoqué juste Donald Trump et les États-Unis. Oui. On se souvient tous des images assez folle par exemple de la prise humaine du Capitole, qui représente tout de même un symbole fort aux États-Unis. Et pourtant, vous le dites, le peuple est souverain, l'état de droit, et bien l'état de droit, c'est qu'il a été élu président des États-Unis. Ça paraît assez fou. Ah oui, mais vous touchez là les grandes difficultés de ce qu'on appelle la souveraineté du peuple. Quand vous avez une révolution dans un pays, vous dites « Ah, le peuple s'est soulevé », d'une certaine manière, on l'accepte, puisque c'est le peuple qui se soulève contre ses dirigeants, démocratiques ou pas démocratiques. Bah oui, c'est un fait qui va se traduire en droit, nouvelle constitution, etc. On l'a vu au Chili récemment, enfin bon, voilà, il y a moult exemples. Pour l'histoire américaine, l'Amérique, ou tout le moins les États-Unis, c'est le phare démocratique. Vous avez une manifestation, donc il y a de cela 4 ans, la prise du Capitole, ou la tentative de prise du Capitole, qui est manifestement, de manière assez froide, j'allais dire, la violation même de ce qu'est l'état de droit, puisque l'état de droit doit garantir, évidemment, la volonté du peuple par l'élection, dès lors que celle-ci n'est pas truquée. Alors un Américain orienté me dirait, mais oui, justement, elle a été truquée, c'est la raison pour laquelle il y a une tentative de prise du Capitole. Mais justement, nous avons dans les États démocratiques des juges, et c'est la raison pour laquelle la question de la séparation des pouvoirs est essentielle dans la compréhension de ce qu'est un État de droit. Séparation des pouvoirs entre le législateur, le gouvernement, c'est-à-dire celui qui détient le pouvoir exécutif, l'application des lois, et le pouvoir judiciaire, celui qui contrôle les gouvernants et les lois. Maître Franck Sprit, si on revient aussi au terme employé par le ministre français, l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Ce mot sacré, alors c'est un enjeu aussi peut-être plus philosophique qui intervient dans la mesure où si un droit s'impose à l'État, il convient de savoir quelle est la source, évidemment, de ce droit supérieur, son contenu, sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire l'état de droit, ça n'est ni tangible ni sacré? Est-ce qu'en termes juridiques, le sacré a un sens ou est-ce que là, il a tenté d'ouvrir une porte? Non, je dirais là, il est pris comme un nom commun. Et, effectivement, après, chacun peut avoir un avis différent, mais enfin, l'état de droit, dire qu'il est sacré, c'est fondamental, oui, c'est sacré. Nous, en tant que chrétiens, forcément, le sacré, on sait ce que c'est. C'est d'abord la vie. C'est ça. Qu'est-ce qui est sacré? C'est la vie. Tout le reste, je ne dis pas que ça n'a pas d'importance. Mais le reste est fondamental, ça découle de la vie. La protection de la vie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Église, par exemple, a conforté le législateur lorsqu'il y a eu l'abolition de la peine de mort. Parce que, il y a un lien très direct entre, justement, la loi fondamentale et le respect de ce que nous considérons comme sacré, c'est-à-dire la vie. Et donc, si vous voulez, quand les droits fondamentaux sont inscrits dans la Constitution,
ils deviennent intangibles. Ils font partie, je vais résumer, de l'état de droit. Demain, vous avez une législation en France qui légalise le suicide assisté ou l'euthanasie. C'est tout à fait possible, puisqu'on va commencer par une loi, et puis on sait très bien que ces lois peuvent devenir à ce point fondamentales qu'elles vont être demandées d'être inscrites dans la Constitution. Ça veut dire que ça va faire partie de l'état de droit. C'est devenu, du coup, intangible. Eh bien, je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs se diront « Non, tout ça ne doit pas être intangible ». Donc, il faut faire très attention. Il faut, à mon avis, avec cette notion d'état de droit, regarder ce qui est absolument constitutif du socle sur lequel repose notre société démocratique. Le reste, ça fait partie des lois, mais pas forcément des lois fondamentales. L'état de droit comme socle de la démocratie. Le temps file. Une autre question sur l'Union européenne. On avait déjà évoqué, hein, évidemment, le rapport de l'Union européenne à cette législation française, mais l'Union européenne pose comme valeur fondamentale le respect de l'état de droit. Et aujourd'hui, des pays sont inquiétés, on peut penser à la Pologne, à la Hongrie, sont inquiétés parce que poursuivis par l'Union européenne pour violation de droit. Quel est le rapport entre les deux? Est-ce que l'Union européenne peut émettre des jugements et en fonction allouer ou non des sommes et des... Oui, alors attention, c'est de mémoire par rapport à ce à quoi vous faites référence, c'est la Commission européenne qui effectivement alloue un certain nombre de crédits, j'allais dire, en fonction des besoins des pays, sous réserve que ces pays se conforment à ce qu'on appelle l'état de l'Union, c'est-à-dire l'état de droit dans lequel les pays démocratiques qui font partie de l'Union européenne vivent. Donc l'Union européenne est garante finalement de notre état de droit? Alors, oui, d'une certaine manière, oui. La Cour européenne, par exemple, des droits de l'homme, effectivement, est garante du respect de l'état de droit dans chacun des pays. Mais là, ce à quoi vous faites référence, effectivement, c'est le sujet de l'Union, et c'est un sujet économique qui rejoint un sujet politique, l'état de droit des pays qui sont membres de l'Union. On parle notamment de la Hongrie de manière plus spécifique encore que la Pologne, où la Hongrie est considérée comme un État qui ne garantit plus suffisamment la séparation des pouvoirs. Alors ça, c'est une question qui est très débattue, puisque la Hongrie elle-même ne reconnaît pas cette injonction ou ce procès qui lui est fait par la Commission. Maintenant, vous savez, tout ça est très débattu et, j'allais dire, très négocié. Le seul problème, c'est que, effectivement, l'aspect juridictionnel, à mon avis, est un peu absent du sujet au cas particulier. C'est pas du tout pareil que pour nous, particuliers, vis-à-vis de l'État. Et donc, ces notions sont évidemment complexes, mais reposent la notion fondamentale de ce qu'est un État de droit. Eh bien, l'état de droit, encore une fois, c'est au moins celui qui garantit la séparation des pouvoirs. Et vous remarquerez que les pays où il n'y a pas d'état de droit, ce sont des pays où les pouvoirs sont confondus. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, au final, un pouvoir qui limite le pouvoir de l'autre. Et ça, si on se met d'accord déjà là-dessus, on a déjà fait un grand pas.